La salle d'audience est devenue silencieuse lorsque le juge Malcolm Hargrove a rendu le verdict dans l'affaire de l'État contre le capitaine Maya Rodriguez. Ce tribunal déclare l'accusé coupable de meurtre au premier degré, a annoncé le juge Hargrove. Maya Rodriguez, une vétérane décorée de l'armée qui avait servi 3 fois en Afghanistan avant de perdre sa jambe dans une bombe placée au bord de la route, restait immobile. Seul un léger tremblement de ses mains trahissait son émotion. La brutalité de ce crime ne laisse aucune alternative à ce tribunal, a poursuivi le juge. Capitaine Rodriguez, vous êtes par la présente condamné à mort par injection létale. Un soupir collectif parcourut la galerie. Sam Winters, l'avocat de Maya, se leva pour protester, mais elle posa une main sur son bras pour l'en empêcher. Je ne l'ai pas fait, dit-il doucement, mais personne ne me croit de toute façon. Alors que les officiers du tribunal s'approchaient, Maya regarda vers le fond de la salle d'audience, où un berger allemand était assis à côté d'un homme âgé en fauteuil roulant. « Prends soin d'Atlas, papa » cria Maya. « Ne le laisse pas être sacrifié. » Le chien gémissait et tirait sur le collier que tenait le père de Maya, le sergent-chef à la retraite Victor Rodriguez. Le visage du vieux soldat restait impassible, mais des larmes coulaient silencieusement sur ses joues tandis qu'il hochait la tête. L'affaire semblait solide, l'ancien commandant de Maya, le colonel James Westfield, avait été retrouvé assassiné à son domicile. Les preuves étaient accablantes, empreintes digitales sur l'arme du crime, sang sur les lieux et enregistrements vidéo de la voiture de Maya à proximité. L'accusation présenta la photo d'une ancienne combattante perturbée cherchant à se venger de l'officier qui lui avait refusé une libération pour raison médicale. Ce que le jury n'a jamais appris, c'est que Westfield avait dissimulé des allégations d'agression sexuelle au sein de son unité et menacé de bloquer les prestations de Maya si elle dénonçait ces faits. Ces détails ont été jugés préjudiciables par le juge. Tandis que Maya était emmenée menottée, Atlas s'élança en aboyant frénétiquement. Le chien d'assistance accompagnait Maya depuis son retour d'Afghanistan, dressé pour la prévenir des crises de panique et la stabiliser lorsque la douleur fantôme devenait insupportable. Alors que les portes du tribunal se refermaient sur Maya, Atlas s'assit et étouffa un son si déchirant qu'il secoua tous ceux qui l'entendirent. Victor caressa la tête du chien. « Je sais, gamin, » murmura-t-il. « Moi non plus, je n'y crois pas. » Personne n'aurait pu imaginer qu'Atlas, avec ses sens extraordinaires et sa loyauté inébranlable, avait déjà commencé à reconstituer ce que la justice humaine avait négligé. 3 semaines après le verdict, la modeste demeure de Victor Rodriguez était devenue le centre des opérations de L, Opération Justification. Les murs étaient couverts de photos de scènes de crime, de chronologies et de coupures de journaux. Elle a été injustement condamnée, pouvait-on lire sur l'une d'elles. La procédure d'appel a déjà commencé, a expliqué Sam au jeune avocat commis d'office qui a passé ses nuits à examiner le dossier, mais sans nouvelles preuves, c'est une bataille difficile. Atlas était allongé au bord de la pièce. Ses yeux suivaient chaque mouvement. Depuis l'incarcération de Maya, le berger allemand était calme et refusait de manger. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé, ses oreilles étaient dressées, son corps tendu et alerte. Lorsque la sonnette retentit, Atlas se leva instantanément, un grognement sourd vibrant dans sa poitrine. « Calme-toi, gamin », le calma Victor en s'approchant de la porte dans son fauteuil roulant. Sur le porche se tenait une femme d'une trentaine d'années, avec une allure militaire. « Sergent-major Rodriguez, je suis le lieutenant Diane Foster », se présenta-t-elle. « J'ai servi sous les ordres de votre fille en Afghanistan. » Il s'arrêta. « Je dois te parler du colonel Westfield. Je ne pense pas que Maya l'ait tué. » Alors qu'il entrait, Atlas s'approcha de lui avec précaution, reniflant sa main tendue avant de lui permettre d'entrer. « Je voulais comparaître lors du procès, » explique Foster, « mais on m'a averti de ne pas m'en mêler. »« Qui l'a prévenu ?» demanda Sam. « Le major Philip Garrison, » répondit-elle. « C'est lui qui a pris le contrôle de Westfield. »« Écoutez, il y a quelque chose que vous devez savoir. Westfield était impliqué dans quelque chose de bien plus important. » Foster a décrit un système impliquant des contrats militaires, des pots de vin et des fonctionnaires détournant des millions de dollars des programmes de réadaptation des anciens combattants.
Maya avait découvert des écarts financiers en se battant pour ses propres prestations et avait commencé à poser des questions. La nuit où Westfield a été tué, Maya n'était pas la seule à lui rendre visite, a poursuivi Foster. Je surveillais les communications dans le cadre de mes fonctions. Garrison s'est rendu au domicile du colonel 1 heure après le départ de Maya. Tu es sûr de ça? Demanda Victor en se penchant en avant. Foster hocha la tête. Absolument. Mais les images de surveillance de cette époque ont mystérieusement disparu du dossier. Tandis que Foster parlait, Atlas était assis à côté de lui, parfaitement attentif. Lorsqu'il prononça le nom de Garrison, les oreilles du chien s'aplatirent contre sa tête. Y a-t-il autre chose? Demanda Foster en sortant une clé USB de sa veste. Maya me l'a donnée la veille du meurtre de Westfield. Elle m'a dit de la garder, car elle contenait la preuve de la fraude contractuelle. Il a placé le petit appareil sur la table basse. Peut-être qu'il y a quelque chose ici qui peut vous aider. Après le départ de Foster, Sam a branché la clé USB sur son ordinateur portable. Elle contenait des dizaines de feuilles de calcul et de mets documentant le stratagème de corruption, mais rien ne liait directement Garrison au meurtre. C'est un motif, a déclaré Sam, mais pas suffisant pour faire appel. Il nous faut des preuves matérielles. Comme pour répondre à ce besoin, Atlas se leva brusquement et trotta jusqu'au coin où étaient rangées les affaires de Maya. Le chien griffait avec insistance un sac en toile. Quoi de neuf, gamin? Demanda Victor en s'approchant dans son fauteuil roulant. En ouvrant le sac, on a trouvé à l'intérieur les vêtements de course de Maya, sa prothèse de jambe de course et un petit tracker d'entraînement GPS. Quand Maya a-t-elle utilisé ce tracker pour la dernière fois? Demanda Sam. Le jour où Westfield a été tué, se souvient Victor. Il allait toujours courir le matin. Sam a branché le tracker sur son ordinateur et les données ont montré l'itinéraire de 5 km parcouru par Maya ce matin-là, un itinéraire qui ne passait pas près du quartier de Westfield. Cela contredit la chronologie de l'accusation, s'exclama Sam avec enthousiasme. Il prétendait qu'elle était allée chez Westfield ce matin-là, mais d'après ce qu'ils avaient lu, elle traversait la ville en courant. Atlas gémit doucement, retourna au sac et renifla les chaussures de course de Maya. Victor les sortit et les examina. Ils sont propres, observa-t-il. Si elle avait été dans la maison de Westfield, il y aurait eu des traces de gravier provenant de son allée. Sam hocha la tête. C'est une autre incohérence, mais elle reste circonstancielle. Il nous en faut plus. Alors que Sam s'apprêtait à partir, Atlas bloqua soudainement la porte en aboyant avec insistance. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Sam. Tu veux nous montrer quelque chose? Répondit Victor. Maya a toujours dit qu'elle était plus intelligente que beaucoup de gens qu'elle connaissait. Victor mit la laisse d'Atlas et ouvrit la porte d'entrée. Le berger allemand sortit aussitôt, le nez au sol, avançant avec détermination. Atlas les guida à travers les rues tranquilles avec une détermination inébranlable, les menant vers la base militaire. Ça n'a aucun sens, murmura Sam en s'approchant de la clôture. Que peut-il bien traquer après tout ce temps? Atlas s'arrêta devant une entrée de service, grognant doucement contre la porte grillagée. Au-delà se trouvait une zone de stockage pour le matériel de maintenance de la base. On ne peut pas y aller, dit Samedi, c'est une propriété militaire. Le visage de Victor se durcit avec détermination. Ma fille risque une injection létale pour un crime qu'elle n'a pas commis. Je risque d'être accusé d'effraction. Ils remarquèrent que la porte était entr'ouverte, Atlas se glissa à l'intérieur sans hésiter, et les hommes le suivirent. Le chien les conduisit vers une rangée de conteneurs derrière un hangar de maintenance, en contournant l'un d'eux en particulier. Avant de s'asseoir à côté d'eux, il leva les yeux, impatient. Sam souleva le lourd couvercle en plastique et utilisa la lampe de poche de son téléphone pour examiner le contenu. Ce sont des débris de construction, a-t-il rapporté, des cloisons sèches cassées, de la vieille moquette. Sa voix s'éteignit lorsque la lumière capta quelque chose de réfléchissant. Attends une minute. Avec précaution, Sam sortit un sac en plastique contenant ce qui semblait être une veste d'uniforme tachée de sang.
Sur l'étiquette figurait « Garrison ». L'uniforme du major Garrison, murmura Victor. Sam a rapidement photographié la veste. Cela pourrait être une preuve de l'implication de Garrison, mais nous ne pouvons pas l'accepter, cela briserait la chaîne de possession et serait inadmissible. Alors, on devrait demander à quelqu'un d'officiel de la retrouver, suggéra Victor. Quelqu'un qui ne se laisse pas corrompre. Un bruit soudain derrière le hangar mit Atlas en alerte. Sam abaissa le couvercle du conteneur et poussa le fauteuil roulant de Victor dans l'ombre. Deux silhouettes apparurent, leur voix était basse mais audible. Garrison veut que tout soit nettoyé d'ici demain, a déclaré l'un d'eux. Le bureau de l'inspecteur général enverra quelqu'un examiner les dossiers contractuels. Et l'appel de Rodriguez, demanda l'autre voix. Ça ne mènera nulle part, répondit le premier. Le juge est un vieil ami de Garrison. De plus, qui croirait un vétéran handicapé souffrant de SSPT plutôt qu'un commandant décoré? Alors que les hommes s'éloignaient, les mains de Victor se crispèrent sur les bras de sa chaise. Il faut appeler quelqu'un en dehors de la chaîne de commandement locale. Je connais la personne idéale, dit Victor d'un ton sombre. Le lendemain matin, l'agent spécial Camila Ortiz, du département des enquêtes criminelles de l'armée, s'est présentée au domicile de Victor. Ancien officier de justice militaire, réputée pour son incorruptibilité, elle avait servi aux côtés de Victor des décennies plus tôt. Ça a intérêt à être bon, Vic, dit Ortiz en entrant. Je risque ma retraite en venant ici en privé. Victor lui expliqua tout, la visite de Foster, la clé USB et la découverte à la base. Vous me dites que le chien d'assistance de votre fille les a conduits à des preuves impliquant le major Garrison, demanda Ortiz, sceptique. Des preuves trouvées par hasard dans une benne à ordures. Je sais ce que ça peut paraître, mais Atlas essaie de nous dire quelque chose depuis l'arrestation de Maya. Et la clé USB, demanda Samedi, c'est une preuve tangible de fraude contractuelle. Oui, a convenu Ortiz, mais cela n'exonère pas Maya du meurtre. Soudain, Atlas se leva et se dirigea vers la fenêtre, l'oreille tendue. Quelques instants plus tard, ils entendirent un véhicule s'engager dans l'allée. Le lieutenant Foster entra, visiblement agité. Je suis désolé de faire irruption comme ça, mais je crois qu'on me suit. Qui? Demanda fermement Ortiz. Je ne sais pas avec certitude, mais il y a un SUV noir garé devant mon hôtel. Foster a montré son téléphone avec un message texte, éloignez-vous des choses qui ne vous concernent pas. Ça change les choses, dit Ortiz, son expression professionnelle se durcissant. Menacer un témoin est un crime fédéral. Allez-vous nous aider? Ortiz hocha lentement la tête. Je vais devoir tout faire selon la procédure. D'abord, je veux interroger officiellement le lieutenant Foster. Ensuite, nous sécuriserons ce conteneur avant que quiconque ne se débarrasse des preuves. Alors qu'ils élaboraient un plan, Atlas s'agita à nouveau, se déplaçant entre la fenêtre et la porte dans un mouvement agité. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui maintenant? Demanda Ortiz. Victor fronça les sourcils. Percevoir quelque chose. Sam s'approcha de la fenêtre et regarda dehors avec prudence. Il y a un SUV noir garé de l'autre côté de la rue. Restez loin des fenêtres, ordonna Ortiz en dégainant son arme. Foster, appelez la sécurité de la base. Dites-leur que l'agent Ortiz demande une assistance immédiate. Avant que Foster puisse appeler, un bruit de verre brisé se fit entendre à l'arrière de la maison. Atlas courut vers le bruit en aboyant férocement. Quelqu'un essaie d'entrer, dit Victor, activant ses réflexes militaires. Ils doivent savoir que Foster est là. Ortiz s'est positionné près du couloir, l'arme prête. Reste en arrière. Il y eut une bagarre, le cri de douleur d'un homme et les aboiements incessants d'Atlas. Quelques instants plus tard, le chien revint, tirant un homme par la manche, un soldat en uniforme de la police militaire. « Qu'est-ce que c'est » s'exclama Ortiz en avançant, arme levée. « Identifiez-vous. » L'homme, qui saignait d'une morsure au bras, les regardait avec colère. « Caporal Jenkins, police militaire. »
Je suis ici pour recueillir des preuves potentielles liées à une enquête en cours. De qui les ordres? Demanda Ortiz. Du major Garrison, répondit-il en regardant nerveusement l'insigne et l'arme d'Ortiz. Ortiz sourit froidement. Caporal Jenkins, vous venez de me faciliter la tâche, effraction, tentative de vol de preuves et obstruction à la justice. En moins d'une heure, l'équipe d'Ortiz a sécurisé la maison de Victor. Il a arrêté le caporal Jenkins. La femme noire avait pris la fuite, mais la sécurité de la base était déjà en alerte. Ce n'est que le début, a déclaré Ortiz tandis que son équipe photographiait et documentait la clé USB et les données du traceur. Jenkins va se débrouiller pour sortir de la benne, et une fois l'uniforme récupéré, nous aurons des preuves matérielles reliant Garrison à la scène de crime. Victor regarda Atlas assis tranquillement avec les gens, comme si sa mission était déjà accomplie. « Qu'est-ce qui vous a fait croire en nous ?» demanda Victor à Ortiz. Elle désigna Atlas du doigt. « En 20 ans d'enquête, j'ai appris à me fier à mon instinct. » Le chien de Maya savait dès le début que quelque chose clochait. Parfois, la vérité finit par se révéler. Les 48 heures suivantes furent frénétiques. L'équipe d'Ortiz récupéra l'uniforme taché de sang du major Garrison dans le conteneur, et les analyses médico-légales confirmèrent que le sang appartenait au colonel Westfield. Le caporal Jenkins, sous le coup de graves accusations, accepta de coopérer. Il révéla que Garrison lui avait ordonné de déposer l'ADN de Maya sur la scène de crime. Mais alors que la victoire semblait proche, un coup dévastateur est venu d'une direction inattendue. La date d'exécution de Maya a été avancée, a annoncé Sam en faisant irruption dans la maison de Victor, où Ortiz examinait les preuves. Le gouverneur a signé l'arrêté ce matin. Nous avons 10 jours. C'est impossible, protesta Victor. La procédure d'appel prend des mois, parfois des années. Pas quand le gouverneur déclare qu'il s'agit de circonstances particulières, expliqua samedi, il a invoqué des preuves accablantes et la nature odieuse du crime commis contre un officier décoré. C'est Garrison qui tire les ficelles, dit Ortiz d'un ton grave. Il sait que nous nous rapprochons et il essaie d'éliminer Maya avant que nous puissions prouver son innocence. Vous ne pouvez pas l'arrêter maintenant, exigea Victor, la voix brisée. Vous avez l'uniforme et le témoignage de Jenkins, mais ce n'est pas si simple, répondit Ortiz. Nous devons monter un dossier solide. Si nous agissons trop tôt et que Garrison s'en tire sur un vice de procédure, la situation de Maya deviendra encore plus désespérée. Atlas, qui se reposait près de la chaise de Victor, releva soudain la tête, les oreilles dressées, comme s'il écoutait un son lointain, perceptible par lui seul. « Quoi de neuf, mon petit ?» demanda Victor, reconnaissant la posture alerte du chien. Atlas se leva et retourna vers le sac de Maya, grattant avec insistance. « Nous avons déjà vérifié votre équipement de course, » dit Sam, mais Victor s'approcha et vida complètement le sac. « Attends, » dit-il en tâtant le fond. « Il y a quelque chose ici. » Il trouva une petite fente et en sortit délicatement une minuscule carte mémoire. Maya était toujours paranoïaque à propos des sauvegardes. Ortiz a pris la carte et a essayé de la lire sur son ordinateur portable. « C'est crypté, » dit-il après quelques secondes. « Il faudra du temps pour le déchiffrer, un temps que nous n'avons pas. »« Je connais quelqu'un qui peut t'aider, » suggéra Foster. « C'est une technicienne de mon unité, elle est fiable et discrète. » Pendant que Foster appelait, Atlas continuait à se comporter bizarrement, se déplaçant entre le sac de Maya et la porte d'entrée comme pour lui communiquer autre chose. « Tu veux aller quelque part ?» observa Victor. « Comme la dernière fois. »« On ne peut pas suivre un chien à l'approche de la date d'exécution de Maya, » dit Ortiz, d'un ton pourtant peu convaincant. Il avait vu de ses propres yeux de quoi Atlas était capable. « Atlas sait-il autre chose ?» insista Victor. « Quelque chose qui nous échappe. » Ortiz hésita, puis hocha la tête, « D'accord. Toi et Sam, suivez Atlas. Foster et moi allons décrypter cette carte mémoire, mais attention, Garrison a des yeux partout. » Une fois de plus, Victor et Sam suivirent Atlas dans l'obscurité. Cette fois, le berger allemand les conduisit vers une autre zone de la base, la section administrative,
où étaient conservés les dossiers du personnel. On ne peut pas s'introduire dans les archives, murmura Sam en approchant du bâtiment plongé dans l'obscurité. C'est un crime fédéral. Mais Atlas ne se dirigea pas vers l'entrée principale, au lieu de cela, il fit le tour du bâtiment jusqu'à une porte de maintenance à l'arrière, où une silhouette solitaire fumait une cigarette. Sergent Willis, appela doucement Victor, reconnaissant l'officier des archives de la base. La femme sursauta, mais se détendit en voyant Victor. Le lieutenant Rodriguez espérait que vous viendriez, dit Willis en écrasant sa cigarette sous sa botte. Tu nous attendais, demanda Sam, perplexe. Willis hocha la tête. Le lieutenant Foster m'a contacté. Elle m'a dit qu'il pourrait avoir besoin d'accéder à certains dossiers confidentiels. Elle risque sa carrière, observa Victor. L'expression de Willis se durcit. Mon frère est revenu d'Afghanistan avec un syndrome de stress post-traumatique. Je ne les laisserai pas abandonner le capitaine aussi. Rodriguez brandit une carte d'accès, vous avez 20 minutes avant l'arrivée de la patrouille de sécurité. Willis les conduisit à un terminal. Que cherchez-vous exactement, demanda-t-il. Tout ce qui relie le major Garrison au meurtre du colonel Westfield, expliqua samedi Willis tapé rapidement, contournant habilement les protocoles de sécurité. Garrison a classé tous les dossiers relatifs au capitaine Rodriguez la semaine dernière. C'est inhabituel pour une affaire de meurtre classique. Peux-tu y accéder, demanda Victor. C'est fait, répondit Willis en parcourant l'écran. Il y a quelque chose d'étrange ici, le rapport médico-légal original sur l'arme du crime ne correspond pas à ce qui a été présenté au procès. Sam se pencha en avant, que veux-tu dire? Selon ces informations, l'analyse initiale a détecté 2 types de sang sur le couteau, celui de Westfield et un échantillon inconnu. Or, seul le sang de Westfield et les empreintes digitales de Maya ont été mentionnées au tribunal. Ils ont occulté la présence d'une 2e personne sur les lieux. Garrison a demandé que les effets personnels du colonel Westfield lui soient remis plutôt qu'à sa famille, a poursuivi Willis. Il a prétendu que c'était dans le cadre d'une enquête en cours. Atlas, qui attendait patiemment près de la porte, a soudainement dressé l'oreille vers le couloir. Quelqu'un arrive, prévint Victor. Willis se déconnecta rapidement. Prends ça, dit-il en tendant une clé USB à Samedi, j'ai copié tout ce que j'ai pu trouver. Maintenant, sors par la sortie de derrière. Ils partirent juste au moment où des voix se firent entendre s'approcher du bureau. Atlas les guida à travers l'ombre, esquivant la patrouille avec une précision déconcertante. De retour à la maison de Victor, ils trouvèrent Ortiz et Foster penchés sur l'ordinateur portable, leurs expressions sérieuses mais déterminées. Nous avons décrypté la carte mémoire, annonça Ortiz. Elle contient un enregistrement de la dernière rencontre entre Maya et le colonel Westfield, la veille de l'assassinat. Il a écouté le fichier audio. La voix de Maya était claire. Colonel, je sais que vous et Garrison avez détourné des fonds destinés à la réadaptation des vétérans. La réponse de Westfield fut dédaigneuse, n'avez-vous aucune preuve qui tiendrait la route devant un tribunal, capitaine? Et avec vos antécédents de syndrome de stress post-traumatique, qui vous croirait? J'ai les documents financiers, rétorqua Maya, et je ne suis pas la seule au courant. S'il m'arrive quelque chose, tout sera porté à la connaissance de l'inspecteur général. Tu me menaces? La voix de Westfield se tendit. Je vous donne une chance de faire ce qui est juste, rendre l'argent, démissionner de votre poste, ou je rends l'affaire publique. L'enregistrement s'est terminé avec Westfield ordonnant à Maya de sortir de son bureau. Voilà qui établit le mobile, dit Sam avec enthousiasme. Westfield avait des raisons de craindre que Maya ne le dénonce, et Garrison avait encore plus de raisons de le faire taire. Je pensais que le colonel allait avouer pour se sauver, a ajouté Ortiz. Victor tendit la clé USB à Willis, il y a autre chose. Le rapport médico-légal initial a révélé la présence de sang d'une personne inconnue sur l'arme du crime, une preuve qui a été occultée au procès. Ortiz brancha la clé USB, son expression devint encore plus déterminée. Avec l'enregistrement, les divergences médico-légales et l'uniforme ensanglanté de Garrison,
nous avons ce qu'il faut pour demander un sursis à exécution. Est-ce que ce sera suffisant? Demanda Victor, sa peur pour sa fille transparaissant dans chacun de ses mots. Il le faut, répondit fermement Ortiz. Je porterai l'affaire directement au procureur fédéral ce soir. Alors qu'il préparait les documents, Atlas devint à nouveau agité, faisant les 100 pas entre la porte d'entrée et la chaise de Victor. Et maintenant, demanda Sam en observant le comportement du chien. Un instant plus tard, les lumières de la maison s'éteignirent, plongeant la maison dans le noir. Et, ce n'est pas une coïncidence, dit Ortiz en levant son arme. Tout le monde à terre. À travers la fenêtre, il pouvait voir des silhouettes se déplacer dans le jardin, au moins 3 hommes s'approchant sous des angles différents. Garrison déménage, murmura Foster. Il sait que nous avons les preuves, nous devons transmettre ces dossiers au procureur, dit Ortiz avec urgence. Tout le reste n'est que des copies. Victor regarda Atlas, qui se tenait maintenant près de la porte arrière. J'ai une idée, dit-il. Sam, donne-moi la clé USB et la carte mémoire. À quoi penses-tu? Demanda Ortiz tandis que Victor attachait un petit sac au harnais de service du chien. Maya a dressé Atlas pour toutes sortes de situations, y compris les accouchements d'urgence, elle connaît la base mieux que quiconque. Voulez-vous envoyer le chien avec des preuves cruciales? Ortiz ne cachait pas son scepticisme. Tu as une meilleure idée, rétorqua Victor. Ces hommes là-bas nous tireront dessus à vue, Atlas peut se déplacer sans se faire repérer. Même si je pouvais. Argumenta Sam. Où irais-je? Demanda Ortiz. Pas le procureur, dit Victor, le commandant de la base, le général Winters connaît Maya depuis qu'elle était cadette. S'il voit ces preuves de ses propres yeux, il agira immédiatement. Ortiz réfléchit un instant, puis hocha la tête, c'est risqué, mais c'est peut-être notre seule chance. Nous autres, nous allons créer une diversion pour les éloigner de l'arrière de la maison. Victor s'agenouilla à côté d'Atlas, tenant la tête du chien dans ses mains. Trouve le général Winters comme Maya te l'a appris. Trouve le général. Le regard intelligent d'Atlas semblait saisir la gravité de la mission. Il resta parfaitement immobile tandis que Victor attachait une note au harnais avec les preuves. Prêt? Demanda Ortiz en se postant près de la fenêtre. Au signal de Victor, Ortiz tira 2 coups de feu en l'air, sans vouloir toucher, juste pour forcer les hommes à se mettre à couvert. Dans le chaos qui s'ensuivit, Victor ouvrit la porte arrière juste assez pour laisser Atlas s'échapper dans l'obscurité. Le berger allemand disparut dans la nuit, emportant avec lui le dernier espoir de justice de Maya. Atlas se déplaçait dans l'ombre avec la furtivité d'un fantôme, guidé par son entraînement et son instinct. Le poids du sac de preuves sur son harnais n'était rien comparé à l'importance de sa mission. À 2 reprises, il s'arrêta au passage des patrouilles, sa fourrure sombre le camouflait parfaitement. Une fois, il contourna un groupe de soldats qui répondaient à des tirs sur la maison de Victor. Malgré tout, il ne perdit jamais son chemin, animé d'une loyauté inébranlable. Devant la résidence du commandant de la base, Atlas se heurta à son premier obstacle majeur, un détachement de sécurité armé. 2 policiers militaires gardaient l'entrée principale et un 3e patrouillait le périmètre. Le berger allemand fit le tour de la propriété à la recherche d'une entrée, il la trouva dans le jardin, où une fenêtre entr'ouverte donnait sur ce qui semblait être un bureau. Avec une précision calculée, Atlas se glissa par l'ouverture et atterrit silencieusement sur le tapis. Le général Winters travaillait tard à son bureau, examinant des documents, lorsqu'un léger gémissement le fit lever les yeux. La vue du chien d'assistance de Maya Rodriguez, debout dans son bureau, un sac attaché à son harnais, laissa le général momentanément sans voix. Atlas parvint finalement à dire Winters, reconnaissant le berger allemand. « Comment es-tu entré ici ?» Le chien s'approcha du bureau et s'assit, fixant le général avec attention. Winters remarqua le mot attaché au harnais et le retira avec précaution. Les preuves prouvent l'innocence de Maya Rodriguez. Le capitaine a été piégé par le major Garrison. Des vies sont en danger. Aidez-nous. Winters lut à voix haute, passant de la surprise à l'inquiétude. Il ouvrit le sac de preuves,
trouva la clé USB et la carte, et sans hésiter les brancha sur son ordinateur pour commencer à examiner les dossiers. Pendant ce temps, chez Victor, la situation se détériorait rapidement, les hommes de Garrison avaient fait irruption, désarmé Ortiz et pris tout le monde en otage. Le major Garrison lui-même arriva peu après, son uniforme habituellement impeccable en désordre, les yeux exhalant le désespoir. « Où sont les preuves » rugit-il en se penchant sur le fauteuil roulant de Victor. « Quelles preuves » répondit Victor d'un ton de défi. Garrison le gifla violemment. « Ne joue pas avec moi, mec. Je sais qu'ils ont des enregistrements, des dossiers. Où sont-ils ? » Disparus, dit calmement Ortiz depuis son lieu de détention. Elles sont désormais entre les mains du procureur fédéral. Tu mens, gronda Garrison, mais le doute brilla dans ses yeux. Fouille encore la maison. Détruis-la s'il le faut, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien, intervint Foster, le sang coulant sur son front. C'est fini, Garrison. Trop de gens connaissent la vérité. Personne ne sait rien, insista Garrison, au bord de l'effondrement. Et personne ne le saura, d'ici demain matin, vous aurez tous eu un tragique accident. Un père désemparé, incapable d'accepter la culpabilité de sa fille, a pris des otages avant que la police ne puisse intervenir. Tu vas tuer un agent fédéral, demanda Ortiz, incrédule. C'est ça ta solution ? Tu n'aurais jamais dû t'en mêler, répondit froidement Garrison. Tout était sous contrôle jusqu'à ce que tu commences à creuser. Alors que les hommes de Garrison fonçaient dans la maison, le téléphone du major sonna. Voyant l'identité de l'appelant, il pâlit avant de répondre. Général Winters, monsieur, quelle surprise. Garrison changea de ton pour devenir respectueux, mais il ne put cacher sa tension. Non, monsieur, je n'ai connaissance d'aucune nouvelle preuve dans l'affaire Rodriguez. Depuis leur position, les otages ont vu la sécurité de Garrison s'effondrer pendant qu'il parlait. Puis-je vous expliquer, monsieur ? Ces dossiers sont hors contexte. Balbutia Garrison tandis que le général à l'autre bout du fil poursuivait sa conversation. Oui, monsieur, je comprends. Je vous informe immédiatement. Il raccrocha, fixa le téléphone, puis leva les yeux avec fureur. Qu'ont-ils fait avant que quelqu'un ne réponde ? Le bruit des véhicules militaires qui approchaient emplissait l'air. On pouvait voir des patrouilles de la police militaire encercler la maison, gyrophares allumés, à travers la fenêtre. Major Philippe Garrison, ici le général Winters, vous et vos hommes devez vous rendre, déposer les armes et sortir avec votre visible est en état d'arrestation pour conspiration, obstruction à la justice et meurtre du colonel James Westfield. Les hommes de la garnison le regardaient avec incertitude, leur détermination commençait à s'effriter. C'est fini, dit doucement Ortiz. Facilite-toi la vie. Pendant un instant, Garrison sembla vouloir résister, il porta la main à son arme, mais, constatant l'inutilité de la situation, il finit par s'effondrer, vaincu. Tandis que la police militaire intervenait et arrêtait Garrison et ses hommes, le général Winters franchit la porte, suivi d'Atlas, le berger allemand. Atlas s'est dirigé directement vers Victor, frottant son museau contre sa main comme pour dire « Mission accomplie, sergent-major Rodriguez. » Au nom de l'armée américaine, je présente mes plus sincères excuses pour cette injustice, a déclaré Winters d'un ton solennel. J'ai déjà contacté le gouverneur, l'exécution du capitaine Rodriguez a été suspendue dans l'attente de l'examen des nouvelles preuves. Victor caressa la tête d'Atlas tandis que des larmes de soulagement coulaient sur son visage. « Tu as réussi, gamin, murmura-t-il. Tu l'as sauvé. » 3 semaines plus tard, Maya Rodriguez sortait de prison libre. Le gouverneur avait non seulement annulé sa condamnation, mais lui avait également accordé une grâce totale après la révélation de l'étendue du complot de Garrison. Elle réapparut au soleil, toujours vêtue de son uniforme de prisonnière, où l'attendait son père, en fauteuil roulant, et Atlas, qui peinait à contenir son excitation. Dès que Maya franchit la porte, le berger allemand se libéra de l'emprise de Victor et courut vers elle. Maya tomba à genoux,
l'entoura de ses bras tandis que le chien gémissait et lui léchait le visage, tout son corps tremblant de joie. « Tu m'as manqué aussi, mon petit » murmura Maya en enfouissant son visage dans sa fourrure. « Papa m'a dit ce que tu faisais, tu n'as jamais cessé de croire en moi. » Victor s'est approché dans son fauteuil roulant, les yeux brillants de larmes de bonheur. « Ce chien savait depuis le début que tu étais innocent, il avait juste besoin de nous montrer comment le prouver. » Sam et Ortiz se tenaient sur le côté, laissant à la famille un moment de répit avant de s'approcher. « L'enquête sur la fraude au contrat Garrison prend de l'ampleur, » a rapporté Ortiz. Maya, 12 officiers sont désormais impliqués, les fonds qu'ils ont volés au programme de réadaptation des anciens combattants sont en cours de récupération. Le lieutenant Foster a été chargé de superviser le programme remanié, a ajouté samedi, elle veille à ce que l'argent parvienne à ceux qui en ont vraiment besoin. Maya hocha la tête, serrant toujours Atlas dans ses bras. Garrison risque plusieurs peines de prison à vie, répondit Ortiz. Il a avoué avoir tué Westfield après que ce dernier a menacé de les dénoncer, puis il vous a piégé, sachant que votre passé avec Westfield faisait de vous le bouc émissaire idéal. L'armée vous a proposé une réintégration complète, a déclaré Victor, avec une promotion au grade de major et tous les arriérés de solde. Maya regarda sa jambe prothétique, puis Atlas, qui ne la quittait jamais. Je crois que j'en ai fini avec l'armée, papa, il y a d'autres façons de servir. 6 mois plus tard, le centre de défense des anciens combattants Maya Rodriguez ouvrait ses portes, financé par une subvention gouvernementale et les dons de personnes touchées par son histoire. Le centre offrait une assistance juridique, un soutien médical et des chiens d'assistance aux anciens combattants en difficulté face au système qui avait autrefois laissé tomber Maya. Atlas a joué un rôle particulier, il a aidé à former de nouveaux chiens d'assistance et à apporter du réconfort aux vétérans souffrant de stress post-traumatique. Son extraordinaire capacité à détecter la détresse émotionnelle a fait de lui un soutien essentiel pour ceux qui dissimulaient leur traumatisme derrière un visage serein. Le jour de son investiture, Maya se tenait devant une foule de partisans, Atlas assis fièrement à ses côtés. Le général Winters, désormais fervent défenseur de la réforme judiciaire dans les affaires militaires, figurait parmi les invités de marque. Lorsque j'ai été condamné à mort pour un crime que je n'avais pas commis, j'ai perdu confiance dans le système que j'avais juré de défendre, a déclaré Maya au public. Ce qui m'a redonné confiance, ce n'est ni une institution ni une procédure judiciaire, c'est la loyauté indéfectible d'un chien qui connaissait la vérité quand personne ne voulait l'écouter. Il se pencha pour caresser la tête d'Atlas. Parfois la justice vient de sources inattendues, parfois la vérité a 4 pattes et un nez humide. Le public a ri tendrement, mais dans leurs applaudissements résidait une appréciation plus profonde, la reconnaissance que, dans un monde de systèmes complexes et d'erreurs humaines, la forme la plus pure de justice vient parfois de l'amour le plus simple. Alors qu'il concluait son discours, un jeune vétéran s'est approché avec un chiot berger allemand en formation qui ressemblait beaucoup à Atlas. C'est le premier diplômé de notre programme de formation, expliqua Maya en s'agenouillant malgré sa prothèse pour caresser le chiot. Nous l'appellerons Justice. Atlas renifla le petit avec curiosité, puis émit un léger aboiement d'approbation. Comme son maître, il avait trouvé sa raison d'être, non seulement comme chien d'assistance, mais comme symbole vivant que la vérité, aussi enfouie soit-elle, finit toujours par se révéler. Si vous avez trouvé cette histoire intéressante et inspirante, laissez un commentaire avec « oui » et cliquez sur « j'aime » et « partager » sous la vidéo. Votre soutien nous permet de savoir que nous proposons un contenu de qualité à notre public et de diffuser cette histoire encore plus largement sur YouTube. Merci d'avoir regardé. À bientôt pour la prochaine vidéo.